going down to St. James Infirmary to see my little baby that she's stretched on a long white table. Well, she looks so good, so cold, so fair. Let her go, God bless her. J'appelle à la barre l'accusé, M. Thomas Shelby, afin que le ministère public procède à son audition. Monsieur Shelby, je vous rappellerai que nous sommes dans un tribunal. La consommation de cigarettes est donc interdite. Prenez votre temps. Monsieur Shelby, soyez honnête. Devant cette cour, avez-vous tiré sur Billy Kimber? Oui, mais dans des circonstances particulières, vous savez. Dans la vie, ce n'est pas toujours blanc, maître. Vous connaissez les circonstances de ce cas. Avez-vous, monsieur Shelby, bel et bien inscrit sur le calendrier de Grace ce jour où vous vouliez vous en prendre à Billy Kimber, mettre fin à sa vie, le terrasser, prendre sa place? Cette étoile qui est en fumée inscrite dans le carnet de Grace ne signifie en rien. En rien le jour où nous aurons dû nous en prendre à Billy Kimber, ce jour n'a jamais été planifié. C'est pourtant un vendredi que vous avez de votre plume inscrit cette étoile noire, le jour où vous vouliez vous en prendre à Billy Kimber, le jour de ses courses de Worcester. Vous ne pouvez pas dire la vérité, alors mentez, certes. Vous avez dissimulé un des 25 fusils mitrailleurs volés à l'usine BSA. Celui-ci n'a pas été retrouvé par la police. Niez-vous le fait d'avoir fait pression sur Billy Kimber pour pallier à une infériorité numérique? Décidément, maître, vous aimez tout sortir de son contexte. Prenez en face. Ce fusil n'était pas dans notre possession, mais entre les mains d'un autre homme. Par ailleurs, je dois préciser qu'aucune cartouche n'a été utilisée de ce fusil. Vous avez raison. C'était bien Freddy Thorne qui avait cette arme dans les mains. Mais alors, quelle coïncidence qu'il soit là, avec vous ce jour-là, alors qu'il était auparavant votre pire ennemi, les cocos, comme on l'appelle, les communistes. Coïncidence, effectivement. Vous avouez à l'inspecteur Campbell être en possession des armes volées, et notamment de ce fusil mitrailleur. Avez-vous pensé une seule fois tirer profit de ces armes? C'est exact. Je voulais assurer la bonne protection de ma famille, monsieur. Celle-ci ne pouvait être assurée par une police corrompue. Effectivement, j'ai ensuite envisagé une transaction pour un bon prix. Je voulais, avec cet argent, engager des agents de protection rapprochés pour ma famille. Eh bien, justement, monsieur Shelby, par ce profit, avez-vous tenté, comme l'a dit monsieur Kimber, monsieur Campbell, je m'excuse, de passer un marché indigne avec ce dernier pour tenter justement d'obtenir une certaine tranquillité pour votre famille? Effectivement, nous avons passé un marché qui, fidèle à ses habitudes, n'a pas été respecté. Avez-vous caché volontairement ces armes dans une tombe au cimetière, là où personne ne serait susceptible de fourrer son nez? Pouvez-vous me confirmer que vous saviez que ces armes étaient la propriété du gouvernement? Yep. Je devais m'assurer que ces armes ne tombent pas entre de mauvaises mains. Une police corrompue, l'IRA, les communistes, les cocos, ou encore un certain maire ne connaissant pas les inventions. Donc, vous avez réellement dissimulé ces armes. Mais était-ce là
en utilisant la pseudomort de Daniel Owen. Quelle preuve avez-vous de ces allégations, monsieur? Je regrette, monsieur Shelby, mais c'est le ministère public qui pose des questions. Ce n'est pas l'inverse. Une question sur vos sentiments maintenant. Éprouvez-vous des sentiments pour Grace? Oui. Alors, pouvez-vous nous dire que vous l'aimez réellement? J'aime Grace. Soit. C'est une belle preuve d'amour devant ce tribunal. Pouvez-vous confirmer que la guerre vous a changé, que vous êtes revenu avec des séquelles à la fois physiques et morales? Vous savez, monsieur, personne ne regrette la guerre. Les personnes qui sont parties, et celles qui nous ont entendus. Si vous deviez faire un choix, là, maintenant, vous battriez-vous pour la couronne ou pour le peuple? Se battre pour la couronne, se battre pour le peuple. Quelle différence? Les deux vont de pair, monsieur. Alors quelle putain de différence? Merci, monsieur Shelby. On s'arrêtera là. J'invite la défense à procéder à sa contredistion. Merci, monsieur le juge. Monsieur Shelby, est-il vrai que vous avez servi votre pays pendant la Grande Guerre? Yep. Merci pour pardon. Tous les jours, tous les livres, on l'a fait déjà. Merci pour votre service en militaire. Il me semble que vous avez été médaillé 2 fois pour bravo. C'est le nouveau exact. Bon, on va rentrer dans le vif des questions. Je vais pas faire une plaidoirie comme le ministère public, je vais seulement poser des questions. Avez-vous donné l'ordre aux Peaky Blinders de voler une caisse d'armes? Jamais. Je ne connaissais même pas l'existence de cette pièce. Et quand avez-vous eu connaissance que vous rentriez en possession de cette caisse d'armes? Après qu'Arthur, mon frère, soit rentré ensemble dans un interrogatoire, nous sommes alors allés vérifier le contenu de nos entrepôts. Et nous sommes tombés des nues devant cette caisse. Pourquoi ne pas avoir rendu les armes à ce moment? Sûrement le public se pose la question et le jury. Les méthodes de Mr. Campbell, évidemment. J'ai pris la décision, utilisée comme le conseiller poli, du bon sens de ma mère, et de garder les armes pour assurer notre protection. Mr. Shelby, monsieur Shelby, saviez-vous à ce moment que les armes avaient une origine frauduleuse? En découvrant ces armes, je ne savais pas de qui elles provenaient. Les garder étaient aussi s'assurer qu'elles ne tomberaient pas entre de mauvaises mains, comme l'IRA ou les communistes. Et comment avez-vous eu connaissance de l'origine frauduleuse de ces armes? Je vous l'ai dit par Arthur, revenu en sang d'un interrogatoire ou d'une présentation, comme l'appelle Mr. Campbell. Alors j'ai appris la connaissance de ces armes. Je vous passerai l'état dans lequel est revenu mon frère dans cet interrogatoire. Encore une fois, sacrément ensemble-t-il pour un interrogatoire. Malgré cette peur, vous avez eu néanmoins le courage de collaborer avec vous. Objection, votre honneur. Elle influence le terrain. Pardon, je reformule ma question. Vous avez tout de même voulu collaborer. Vous avez collaboré avec la police? Effectivement, vous avez parlé de peur, je vous parlerai de business. Alors oui, malgré moi, avant tout pour la sécurité de l'État, car je suis un patriote, je suis un agent de la couronne, je me bats pour le prince, pour le roi. Pendant que Mr. Campbell, lui, peut accoucher avec toutes les putains de Birmingham, je peux que nettoyer la ville. Monsieur Shelby, surveillez votre langage, s'il vous plaît. Vous souhaitiez donc rendre les armes à l'État. Et vous avez également permis à la police d'arrêter 2 membres importants de l'État. Très patriote pour un ambulance. Quelles sont vos relations avec Billy Killer? Je travaillais non pas avec lui, mais bien pour lui, comme il aimait à le rappeler. J'assurais sa sécurité et ses intérêts. Il détenait un marché que nous souhaitions intégrer. Et comment pouvez-vous définir ce personnage? Killer, un peu de lui-même, violent, prédateur sexuel prédateur. Il a même tenté de violer Grace. J'ai dû intervenir pendant qu'elle avait la chouille. On fait ce qu'on peut quand il y a des violents en cours. Pourquoi souhaitez-vous vous rendre aux courses le jour où la fusillade a eu lieu?
car je travaillais pour Kimber, j'assurais sa sécurité et ses intérêts. Je voulais m'assurer que les hommes étaient en place. Et lors de l'arrivée de Kimber et ses hommes, est-il vrai que vous aviez baissé vos armes quand votre sœur, Ada, s'est interposée? Yeah. Grâce à l'intervention d'Ada, cette histoire, finalement, ne regardait que Kimber et moi. Il l'avait compris, je me souviens qu'il dit, elle a raison. Pourquoi devriez-vous mourir? C'est à eux de crever. Il a alors rendu son arme et tiré. Dissonance cognitive entre l'intellectuel et les actes. Est-il vrai que Kimber a tiré le premier coup de feu sur vous, que la balle s'est logée près du cœur, et que la deuxième balle a tué votre ami Danny? Danny, un homme bon. Triste et exact, on a encore ici. Est-ce vrai que c'est seulement suite à ces deux coups, au vu du risque imminent de vous faire tuer, que vous avez tiré? Oui, j'ai voulu éviter un massacre d'hommes de famille innocents. Je savais de quoi était capable Kimber pour protéger ma famille, mais aussi les hommes de main de Kimber, avec qui j'ai peut-être combattu durant la guerre. J'ai alors pris la décision d'éviter un bain de sang qui était pourtant inutile. Ma dernière question sera celle-là. Et est-ce vrai qu'une fois que Kimber est mort, vous avez laissé tous ces hommes repartir en citant, je cite, allez retrouver vos familles? C'était exact. Kimber et moi avions réglé ça de mort. Merci beaucoup pour votre témoignage, M. Shelby, et pour votre service à l'État. Merci, maître. À présent, j'appelle l'accusation pour présenter sa dernière conclusion. Une minute. La minute du soldat. C'est tout ce qui compte. Tout ce qui se passe avant n'est rien. Tout ce qui se passe après, rien. Rien en comparaison de cette minute là. Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, chers publics, cette minute du soldat, comme elle a compté notre ami Shelby, cette minute, c'est celle où tout importe, et où tout le reste, tous vos a priori, tous vos préjugés, tous vos sentiments ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Alors je vais vous demander quelque chose, mesdames, messieurs les jurés. Vivez ce procès. Vivez votre jugement. Chaque minute. Cette minute. Celle d'après. Et celle encore d'après. Ne vous laissez pas. Non, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas intimider par les avocats de la défense, qui, oui, je l'admets, sont forts pour faire du théâtre, mais qui s'adressent à vous en prétendant être honnêtes, en prétendant pouvoir défendre la vérité, avec des feux sous les yeux. Ils prétendent toucher du doigt, effleurer, la vérité en ayant préparé chacun de leurs mots, chacune de leurs phrases. N'est-ce pas là une tentative de personnes décidément dans leur confiance totale? N'est-ce pas là une preuve que la spontanéité qui, je vous le rappelle, amène à la sincérité, et la sincérité, c'est la vérité? N'est-il pas là la preuve que vous ne pouvez pas prendre compte leur témoignage, que vous devez vivre chaque minute, vos minutes, instantanément, maintenant? L'histoire de M. Shelby me rappelle un conte russe.
Je ne vous dirai pas son auteur, de toute façon vous ne le connaissez pas. Ce sera le vanté de la culture, comme ça vous l'avez certainement. Ce conte russe raconte l'histoire d'un pauvre soldat. Et il est pauvre non pas de biens matériels, mais il est pauvre car en revenant de la guerre, il a perdu son humanité. Vous me direz, comme tout homme revenant de la guerre. Alors, cet homme qui a perdu son humanité a une quête, une seule quête précise. Celle de retrouver, si ce n'est son humanité, du moins une humanité. Et pour ce faire, comme tout homme perturbé, il fait un pacte avec le diable. Comme M. Shelby a fait un pacte avec lui. Il fait un pacte avec ce diable qui lui promet un livre. Un livre magique, oui, un livre magique qui lui prédit l'avenir, qui lui assure le succès, la gloire, le pouvoir, l'influence. En contrepartie, le diable lui promet 3 jours, seulement 3 jours en sa compagnie. 3 jours de torture, 3 jours de hantise, où cet homme ne pourra pas dormir, car il sera hanté par ses plus horribles fléaux. Mais, vous savez, le diable n'est pas quelqu'un d'honnête. Ces 3 jours se sont avérés être 3 années. 3 années où cet homme s'est perdu. 3 années où cet homme, pour le gain, le pouvoir, l'influence, par ce besoin profond de vouloir compenser quelque chose, compenser son humanité qu'il avait perdue, il a voulu la compenser avec le gain, l'influence, le pouvoir. Et cet homme, je vous laisse deviner, était-il heureux? Est-ce que cet homme, sincèrement, au fond de lui, se sentait-il heureux? Est-ce que M. Thomas Shelby, aujourd'hui, pensez-vous que cet homme est heureux? Pensez-vous qu'après avoir renié le seul amour qui lui a fait apparaître en un éclair la joie, pensez-vous que cet homme est heureux? Vous savez, je ne vais pas vous faire un discours sur les beautés de l'amour, sur comment on aime, de toute façon, nous le savons tous. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer ce sentiment qui nous envahit, qui nous fait frémir, qui nous fait bouillir, qui nous rend malades, qui nous rend aussi bien que malheureux. Ce bonheur, on peut l'expliquer. Ce bonheur-là, mesdames, messieurs les jeunes, ce bonheur-là, Thomas l'avait trouvé. Et comme Musser en lui, il a décidé de refuser cet amour. Il a décidé de refuser de s'enfuir. Alors, s'il vous plaît, ne prenons pas en compte les éléments. Oubliez les éléments matériels. Oubliez tout ça avec le futilité. A-t-il commis un crime? A-t-il fait ci? A-t-il fait ça? Comment a-t-il fait? Soit, il l'a fait. Les tenants et les aboutissants de l'univers. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de juger un homme. De juger un homme pour ce qu'il est. Alors oui, aux yeux de la loi, dans notre société, cet homme est coupable. Ne serait-ce que du meurtre de Billy Kimber. Mais cet homme est un héros. Et je me rappelle que la défense a mentionné le fait que c'était un héros de guerre et qu'on ne pouvait l'oublier. N'est-il pas vrai que cet homme a jeté ses médailles? Pourquoi l'aurait-il fait? Oh, je le vois, madame, monsieur. Vous pensez que je vais dire qu'il a renié son roi, il a renié sa nation? Non, bien au contraire. Parce qu'il a volontairement renié ce passé beaucoup trop douloureux, ce passé qui le hantait nuit après nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a eu cette illumination. Il a eu cette volonté de mettre derrière lui ce passé. Il a eu cette volonté d'aller là. Mais le problème, mesdames, messieurs, le problème, c'est qu'il s'est tourné vers le diable et qu'il ne s'est pas tourné vers l'amour. Amour, il fallait bien payer le prix. Et mon chagrin vient de briser ma vie.
renoncer à son amour, il va peut-être arriver. Il va peut-être, qui sait, si vous le laissez libre, si vous le laissez marcher, partir de cette salle librement, il va certainement continuer. Vous le savez, nous le savons tous. Ce qui compte, c'est de préserver les intérêts de notre société, de préserver les intérêts de chaque homme, dont M. Shelby. La peine maximale serait inutile. Toute peine violente serait inutile. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre comment, à la fois, aider cet homme, cet héros de guerre, et comment protéger notre société. Permettez, s'il vous plaît, permettez à cet homme de vivre son amour. Permettez à cet homme de se réveiller. Ce n'est pas 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une prison qui vont le faire s'en sortir, qui vont l'aider. Non. Ce qui va l'aider, c'est la conscience, et j'espère qu'il aura un jour, de réaliser que le seul vrai moyen de trouver ou de retrouver son humanité, c'est d'aimer. Peu importe comment on aime. Au fond, qu'est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte d'aimer fortement, d'aimer maladivement? N'y a-t-il rien qui nous fait sentir plus vivant? Dans cette histoire que je vous ai racontée, ce petit conte russe, il y a une fin. Dans cette fin, après 3 années de souffrance, 3 années de récit, 3 années de pleurs et de pleurs, le soldat s'éveille. Il s'éveille et il réalise. Il réalise la seule chose, l'unique chose. Cette chose, c'est sa bien-aimée. Alors que fait-il? Il met son cœur. Vous pensez, oh, c'est un mot, c'est une belle fin. Non. Malheureusement, oui, durant les dernières années de sa vie, cet homme a été heureux. Cet homme a retrouvé l'humanité. Parce qu'il a fait bon choix. Parce qu'il s'est enfin éveillé. Mais le jour de sa mort, c'est le diable qui l'a accompagné. Alors, mesdames, messieurs, les jurés, ni mon collègue, ni moi-même, ne tentons de condamner Thomas Shelby. Nous demandons 5 ans d'emprisonnement. Nous demandons 10 ans d'interdiction des droits civiques et politiques. Et nous demandons l'interdiction pour Thomas Shelby à vie d'exercer la profession de bouclier. Éloignons-le